Ok. Marc, je te laisse gérer les entrées. Si tu veux, oui, 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 je valide. Je te remercie. Je te remercie parce qu'on va démarrer. Écoutez, bonjour à tous et à toutes et à tous. Donc, avant toute chose, je tiens à remercier le mouvement des entreprises de France et l'Association française des managers de la diversité pour l'organisation de cette semaine de sensibilisation à la diversité et à l'inclusion, qui nous donne l'opportunité de pouvoir réaliser les tables rondes d'aujourd'hui et de demain. Alors, à titre de rappel, nos conférences sont enregistrées afin qu'elles puissent être diffusées ultérieurement et que vous puissiez également les retrouver dans les archives de la série.org. Et nous avons volontairement coupé vos micros et les caméras afin de ne pas gêner le dialogue avec des petits bruits parasites. Bienvenue donc dans cette première conférence organisée par l'Institut catholique de Paris, donc, qui est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général créé en 1875. Je suis Katia Latapi, je suis en charge de la promotion de la formation continue et des relations entreprises au sein de l'organisation. Alors, reconnu depuis longtemps pour la qualité de ses enseignements, d'une part, grâce à ses 6 instituts et ses 6 facultés, mais aussi grâce à son unité de recherche, l'ICP a par ailleurs donné naissance à de grandes écoles qui sont aujourd'hui associées, donc comme l'ESSEC, l'ISEP ou encore le PP. Et au-delà de la formation initiale, l'ICP propose une offre de formation professionnelle et continue à destination des actifs qui souhaitent voir évoluer leur pratique à travers une réflexion scientifique et humaniste pour faire face aux transformations du monde qui évoluent. C'est donc sur cette base de notre expertise en sciences humaines et sociales que nous sommes mobilisés cette semaine de l'entreprise responsable et inclusive, et que nous vous proposons aujourd'hui la conférence Marginalité et inclusion dans le monde de l'entreprise. Vous pourrez bien entendu poser vos questions dans le fil de conversation et les intervenants pourront y répondre à la fin de la table ronde. Voilà. Marc, je te passe la main et merci à tous. Merci, bonjour à tous, très heureux de vous accueillir. Désolé pour le bug informatique là, qui parasite un peu les affaires. Je me présente très brièvement et on lance tout de suite la table ronde. On gardera un quart d'heure de questions à la fin puisque l'intérêt c'est d'avoir aussi de l'échange et du retour d'expérience. Je m'appelle Marc Grassin, je dirige l'Institut Vaugirard Humanité Management à la Cato, ce qui est un institut qui travaille avec le monde des dirigeants et le monde des entreprises. Et à ce titre-là, on travaille à l'Institut avec pas mal de dirigeants autour de la question de la diversité au sens large du terme, d'où l'intérêt de la table ronde pour l'Institut. Je suis enseignant-chercheur, philosophe à la fac de philo. On a 4 intervenants, je ne les présente pas parce qu'ils vont la question de la diversité, bien évidemment, est un enjeu majeur dans le monde de l'entreprise, un enjeu majeur, mais un enjeu difficile autour de la question de l'inclusion. Et on sent bien que le monde de l'entreprise a un enjeu à penser une responsabilité autour de l'inclusion. Alors la diversité, c'est déjà pas tout simple. La marginalité, c'est encore sans doute un peu plus compliqué. Et c'est autour de ça qu'on va essayer de travailler. Ce que je propose, c'est que chaque intervenant va pouvoir se présenter en très peu de temps, en un mot, voilà, et en disant peut-être comment ils ont rencontré cette problématique de la marginalité qui fait qu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Noémie, tu peux peut-être te présenter? Merci Marc, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Noémie Paté, maîtresse de conférences en sociologie à l'Institut catholique de Paris. Je suis donc sociologue spécialisée d'enjeux de migration. Et donc moi, c'est à travers mes recherches que j'ai rencontré, entre guillemets, la question de l'accès au monde du travail des personnes plus marginales et notamment des personnes migrantes. D'une part, à travers mon travail doctoral qui portait sur l'accès aux droits des jeunes migrants en France et j'ai pu voir combien l'accès à un travail digne était essentiel dans leur trajectoire individuelle. Et puis, depuis quelques années, je travaille également sur l'insertion dans les milieux ruraux des personnes exilées. Et là, j'ai également été assez frappée par le fait que les compétences qu'ils amènent, en fait, rencontrent
Pardon, Katia, est-ce que tu peux te mettre sur muet, s'il te plaît? Donc les compétences qu'ils amènent rencontrent en fait des secteurs qui sont des secteurs professionnels qui sont en manque de main-d'œuvre, qu'on dit en tension, voire des régions, des espaces ruraux qui sont en grande difficulté. Voilà. Donc il y a une rencontre entre les compétences amenées par les personnes exilées et les besoins des sociétés d'accueil qui m'a marqué dans ce travail. Voilà, je laisse la parole. Est-ce que Cécile, tu veux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Moi, je suis donc Cécile Pierrache-Huvert, je suis présidente cofondatrice de Codico. On va le voir, c'est un programme qui veut justement limiter les freins à l'emploi pour les personnes réfugiées, qui est un public très marginalisé, qu'on connaît peu finalement dans le cadre d'une politique de diversité de l'entreprise, parce que la diversité culturelle en France n'est pas si connue que ça. Donc voilà, j'aurai l'occasion de toute façon de revenir là-dessus et je laisse la main à Isabella, qui est justement une participante du programme Codico, qui aura plein de choses à nous raconter. Isabella, tu peux te présenter. Je ne sais pas si elle ne nous entend pas. Oh là. Attends. Dans ce cas-là, Elena, tu peux peut-être te présenter. Attends. Isabella, tu nous entends? Oui, tu peux. Le micro ne marche pas? Non. J'essaie d'activer son micro, mais j'y arrive pas. Je ne sais pas si Marc ou Noémie. Moi, je ne peux pas l'activer. Est-ce que Elena, tu peux… Isabella, demande aux collègues de voir comment… Demande à Lucie qu'elle t'aide à te connecter. Normalement, le micro est activé. Hein. Ouais, Isabella. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je vois qu'il y a un petit sens interdit sur son micro. Ah, voilà, bon, en tout cas, on n'a qu'à continuer, puis elle reviendra dessus. Est-ce que Elena Lassida, parce que je ne te vois pas, mais ce serait bien que tu puisses te présenter. Bon, on ne perd pas de temps dans ce cas-là. Ce que je propose… Elena, tu peux activer ton micro, hein, normalement. J'ai l'impression qu'elle n'est pas connectée, Elena. Oui, si, elle est là, on la voit. On la voit, mais il faut qu'elle active son micro. Ce que je propose pour nos participants, je propose, Noémie, que tu prennes la main et puis chacun se présentera par la suite. Est-ce que tu peux, de ton expérience à la fois pratique de ces questions-là et en même temps en tant que chercheuse sur ces questions-là, est-ce que tu peux un peu préciser un certain nombre d'éléments, d'enjeux tels que toi tu les vois et en particulier autour de la question de l'intégration du travail comme un facteur évidemment assez central aussi de cohésion sociale. Oui, merci Marc. Donc la question de l'insertion dans le monde du travail pour les populations plus marginales, je vais la traiter avec la porte d'entrée migration, puisque c'est mon angle d'attaque, et puis ça va être un peu l'axe que l'on adopte, en tout cas dans un premier temps, dans le cadre de cette table ronde. Et donc je vais en quelques minutes essayer de poser un peu le cadre, de poser un peu le contexte dans lequel se jouent ces enjeux de l'accès au monde du travail, et en particulier au monde de l'entreprise des personnes exilées en France. Alors d'abord quelques chiffres pour peut-être refroidir un peu la question de notre rapport à la question migratoire, hein, puisque comme vous le savez, c'est une question qui est difficilement, qui est peu appréhendée de façon sereine, hein, l'actualité nous le montre. Donc voilà, quelques chiffres pour refroidir un peu cette question. Selon l'OIM, en 2024, la population migrante en France représente environ 10% de la population totale. Principalement, ce sont des personnes originaires d'Europe intra-européenne, hein, principalement des pays des Balkans, de l'Italie, du Portugal, mais également des pays d'Afrique du Nord, donc l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et d'autres pays d'Afrique. Les principales raisons qui poussent à la migration,
articule les enjeux de regroupement familial, d'études, de travail, des enjeux plus politiques, sociaux, démographiques. La migration est un phénomène qui est de plus en plus complexe. Il est intéressant de noter que les titres de séjour qui ont été accordés en France depuis le début des années 2000 sont en fait très stables. Hein. On est entre 250 et 300 000 titres accordés chaque année. La migration de travail et familiale a plutôt tendance à reculer selon l'INSEE. Par contre, la migration estudiantine a plutôt tendance à augmenter. Ce qu'on constate sur la question de l'accès au monde du travail des personnes exilées, c'est que le premier constat qu'on peut faire, c'est que le taux de chômage des immigrés en France est 2 fois plus important que celui des Français. Ça s'explique par tout un ensemble de facteurs. Par le fait qu'un très grand nombre d'emplois sont conditionnés à la nationalité française ou à une diplomation française, par le fait qu'il y ait des conditions de vie, des conditions administratives qui sont précaires, par la question des discriminations variées dans l'accès au monde du travail, par la question de la barrière de la langue, la barrière des codes, etc. Et c'est d'autant plus le cas, et on peut le souligner, pour les personnes diplômées, hein, qui sont qualifiées, qui ont tendance à occuper des postes très inférieurs à leur qualification. Et aussi, c'est notamment le cas pour les plus jeunes et pour les femmes migrantes qui connaissent de grandes difficultés à insérer le marché du travail dans notre pays. Pourtant, et je crois que c'est vrai pour toute population marginalisée, l'accès au travail, c'est un facteur décisif pour une insertion pérenne et sereine des populations immigrées dans nos sociétés. Pour citer la directrice des opérations de Singa, qui s'appelle Fatme Jailani, je la cite: « Permettre à une personne de s'accomplir par le travail, c'est lui rendre sa dignité et lui permettre de trouver sa place et sa légitimité dans une Europe dont la devise est « unie dans la diversité ». Fin de la citation. Plus largement, une société qui ne lutte pas activement contre les inégalités et pour la dignité et les droits fondamentaux de toutes et tous va avoir tendance à maintenir un peu inévitablement une partie de sa population dans la pauvreté. Ce qui, et là les travaux, la littérature scientifique le montre bien, ça compromet fortement la cohésion sociale de tout un pays. Alors, c'est avec l'arrivée des réfugiés ukrainiens que le sujet de l'accueil et de l'insertion pérenne des personnes migrantes dans les entreprises a gagné en visibilité et en popularité. Et à partir de cette crise ukrainienne, plusieurs arguments issus d'une littérature scientifique qui fait autorité vont être de plus en plus véhiculés. Premier argument, notre économie est tributaire du travail des immigrés. Plusieurs travaux le montrent, hein, l'impact économique des migrations tend à être neutre ou positif pour les pays d'accueil, et pour plusieurs raisons. D'abord, ils n'entrent pas en compétition avec les locaux, mais apportent plutôt des compétences, des expériences, des perspectives qui sont complémentaires, qui sont uniques, qui sont innovantes. Et d'ailleurs, de plus en plus d'entreprises qui sont pionnières sur le sujet laissent entendre des retours qui sont très positifs, annonçant par exemple que les mesures d'insertion des exilés rencontrent leurs besoins en matière de recrutement, et en insistant sur la fidélité, sur la résilience et les compétences devenues rares de ces employés. Plusieurs études ont d'ailleurs montré que la diversité accroît la productivité et l'innovation, la croissance et l'engagement des collaborateurs. Donc, argument économique qui est maintenant démontré depuis plusieurs décennies, hein, par les chercheurs. Mais l'accueil des personnes migrantes dans une entreprise n'est pas qu'une question d'ordre économique. Dans une société dans laquelle les inégalités et les discriminations continuent d'exister, le monde de l'entreprise peut jouer un rôle actif dans la lutte contre les préjugés, contre les stéréotypes et dans la défense du modèle social européen qui repose sur l'égalité des chances, la solidarité et la cohésion. L'enjeu ici, c'est donc de dépasser l'approche instrumentale du sujet pour le percevoir davantage comme un engagement éthique et social. Cet engagement, une fois pris, ne s'arrête pas aux politiques de recrutement qui, on le sait, peuvent être biaisées, hein, d'emblée. Elle ne s'arrête pas à ces politiques de recrutement, mais s'étend aux enjeux de maintien en emploi. Et ce qui ressort ici des études, c'est qu'on peut repérer 3 grands leviers pour intégrer durablement et efficacement des travailleurs migrants au sein d'une entreprise. Premier levier, l'investissement des salariés qui doivent être sensibilisés et formés non seulement en amont de l'accueil, mais aussi régulièrement pour qu'ils restent mobilisés malgré parfois un essoufflement, une routinisation, voire un épuisement.
Deuxième levier, c'est la préparation de l'arrivée de la personne exilée et l'accompagnement de sa prise de poste pour faire de l'entreprise un milieu véritablement inclusif. Pour cela, d'abord faciliter l'accès aux informations importantes concernant l'organisation de travail, l'emploi, les missions, les tâches, les responsabilités, les collègues, etc. Mettre en place des programmes de mentorat, de coaching, d'apprentissage des bases de la langue française, en impliquant notamment les autres employés. Prévoir une formation en interne ou en externe pour une éventuelle remise à niveau du socle de compétences. Prendre en compte et accompagner les difficultés pour trouver un logement, pour prendre des transports, les contraintes administratives, etc. Et puis adapter les modes de gestion aux besoins de la personne. Par exemple, penser à inclure les gestionnaires dans le processus d'embauche pour une meilleure implication de ces gestionnaires dans le suivi de la personne. Et puis, troisième levier, il s'agit d'anticiper les conflits et la lutte contre les discriminations. Le dispositif juridique et stratégique en matière de RSE, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité doit permettre un encadrement suffisant, par exemple en élaborant une charte instituant le principe de non-discrimination et aussi en se familiarisant avec le recours à des acteurs qui existent, qui sont clairement identifiés, comme par exemple le milieu associatif, on va l'évoquer, mais aussi le défenseur des droits, l'inspection du travail, les représentations du personnel, etc. Voilà, en un mot pour conclure, l'accueil des personnes migrantes au sein d'une entreprise peut stimuler l'innovation, peut renforcer les compétences, renforcer la créativité, la résilience d'une entreprise, mais c'est aussi plus largement une manière d'engager socialement et éthiquement l'entreprise. Ceci dit, c'est un véritable défi, et en premier lieu pour les personnes exilées, comme on va, j'espère pouvoir l'entendre avec Isabella dans un deuxième temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors normalement, Elena et Isabella ont récupéré leur micro et devraient pouvoir intervenir. Marc, ton micro est désactivé. J'entends deux choses dans ce que tu as dit. Hein. C'est à la fois il y a un enjeu au fond d'engagement éthique et social, mais pas que. Il y a un enjeu de performance au fond, hein, aussi de résilience des entreprises, donc des phénomènes coopératifs. Et il y a un travail et des leviers à mettre en place pour déverrouiller, hein, les éléments de frein. Ce que je propose, c'est effectivement qu'on entende Isabella, hein, qui du coup pourra raconter un peu son histoire et partager un peu sa lecture incarnée au fond de cette question-là, avec les leviers, les forces et surtout les freins également. Isabella? Bonjour. Oui, je suis désolée pour le dysfonctionnement des microphones. Il a un problème avec les ordi. Je suis connectée de mon téléphone portable. Vous m'entendez correctement ou pas? Oui, on t'entend très bien, Isabella. Oui. D'accord, super. Bon, je me présente. Je m'appelle Isabella del Rio. Je viens de Venezuela. J'ai arrivé ici en France depuis 2021 et je voulais parler aujourd'hui de mon parcours un peu professionnel ici en France. Et je m'excuse d'abord si mon français c'est pas super bon, mais je vais essayer de parler correctement. Bon, dans mon pays, au Venezuela, je suis un psychologue du travail et j'ai 7 années d'expérience en ressources humaines et en des relations clients. Et quand j'arrivais ici, les premiers blocages ou les premiers obstacles, j'ai rencontré, c'était la validation de mon diplôme. J'ai essayé ici en France et passer avec des institutions comme les NICNARIC, mais c'était un processus qui c'était super compliqué et à raison des régulations de l'Union européenne en matière de santé, les diplômes n'étaient pas reconnus. Ensuite, les entreprises n'aiment pas trop les NICNARIC, ce n'est pas super reconnu en France et toutes les entreprises que j'ai rencontrées, ils mettent beaucoup d'importance avec un diplôme et une expérience ici en France. De temps en temps, mon expérience et mon diplôme n'étaient pas intéressantes. On avait parlé avec Cécile que les entreprises n'aiment pas les profils atypiques.
Et bon, j'avais une expérience dans un processus de recrutement qui m'a donné la confirmation de ça, mais je vais vous parler de ça après. Et ensuite, les autres blocages ou les autres obstacles, c'était pour moi la absence de réseau professionnel. En Latino-Amérique, ça, c'est pas vraiment important. On pourrait y aller directement dans une entreprise pour présenter notre CV et obtenir un entretien immédiatement. Mais ici, je n'ai pas réalisé tout au début que d'avoir des connexions locales est essentiel en France pour accéder à des opportunités. Sans cela, vraiment, je pense que mon chemin, c'était plus long et plus compliqué parce que je n'étais pas familiarisée avec les codes du travail, avec les habitudes de travail, avec les connaissances et la compétence du travail. C'était pour ça que le programme Codico, par exemple, m'a aidé, c'était essentiel pour moi en ma recherche d'emploi. Parce que d'abord, je n'avais pas de ressources et Codico m'a permis de mettre en place un réseau important. L'aspect plus difficile aujourd'hui pour moi, c'est la discrimination. Et c'est pour ça que je vous avais dit les profils atypiques. Je m'ai postulé en plusieurs de travail et j'avais rencontré des opportunités qu'ils me sont dit que ça fait que j'étais plus française. J'étais confrontée avec la discrimination de différentes manières. Dans ce cas, j'ai participé dans un processus de recrutement avec une moyenne entreprise à Paris. Et dans mon CV, j'avais précisé que mon niveau français, c'était V1. Après plusieurs entretiens, j'avais 2 ou 3 entretiens que j'avais bien réussi. J'étais rejetée dans la dernière étape. Et la raison de cette rejet, la raison invoquée, c'était que mon français n'était pas assez bon et que l'entreprise, c'était une entreprise franco-française et que mon profil convenait mieux à une entreprise internationale. Ça, c'est plus dur. Ça, c'était super dur pour moi parce que je n'ai pas rencontré la raison pourquoi j'étais rejetée dans les dernières étapes quand c'était vraiment très bien précisé dans mon CV que je n'avais pas un niveau français considéré francophone. Après, j'ai également postulé à des postes de responsabilité comme responsable de magasin, mais lors de les entretiens, on me proposait des employés polyvalents ou des emplois de base. Dans notre cas, j'étais dans un entretien pour un poste de base et je l'ai raconté à les recruteurs que j'avais les désirs d'évoluer professionnellement. Et ça, c'était pas bien vu pour lui, parce qu'il y a des entreprises qui préfèrent que les candidats réfugiés restent dans des postes de base pendant des années. Parfois, j'ai l'impression vraiment que les réfugiés sont déclassés et doivent se contenter con ça qu'il a plutôt que ça qu'il peut vraiment apporter lors de ses compétences et de ses parcours professionnels dans son pays. Et maintenant, entre 2023 et 2024, j'ai suivi le programme Codico et ça, c'était, comme je vous dis, fondamental pour moi pour comprendre le marché du travail parce que ce programme m'a permis d'apprendre davantage sur l'environnement des professionnels ici en France et de m'intégrer, de présenter mes compétences sur un angle français et d'avoir les outils nécessaires pour m'adapter aux codes de travail. Codico m'a donné un impact positif sur la recherche de travail et sur mon estime de soi. Mais ça, c'est dépendant de ça. Je suis toujours à la recherche d'emploi en France. Je suis en train de faire un PMSMP d'un mois en Codico pour apprendre un peu les contextes de travail français et de découvrir le programme Codico sur les angles des planificateurs. En parallèle, je suis en train de faire un VAU en gestion de la stratégie de développement talent
pour formaliser mes compétences et obtenir une reconnaissance officielle que c'est valide ici en France. Sur mon expérience, parce que mon diplôme, c'est pas absolument pas valide. Et je suis convaincue que les autres réfugiés ou des réfugiés avec un accompagnement comme celui de Codico et d'avoir l'opportunité de démontrer dans les entreprises toutes ces expériences, ces habilités, ces connaissances en Codico pour les ouvrir beaucoup de portes parce que s'adapter dans un nouveau pays, c'est pas du tout facile. Et il y a des personnes qui, avec de persévérance et de motivation, à côté de ces connaissances, ils peuvent apporter beaucoup de choses dans une entreprise. Maintenant, je suis toujours à la recherche d'un emploi. J'ai envoyé déjà, je pense que plus de 200 CV. Et la majorité sont restés sans réponse. Et ça a mis ma patience à l'épreuve. Et ça m'a fait de me questionner sur les barrières qui sont invisibles pour des personnes, mais pour les réfugiés, sont des barrières qu'on confronte tous les jours. Mais c'est dépendant de ça. Je reste très positif à la recherche d'un emploi, surtout en mon diplôme, que c'est développement de talent, parce que je suis une personne très motivée, très adaptable, très responsable et avec beaucoup d'expertise et de capacités pour contribuer dans un plan professionnel d'une entreprise et d'apportant aussi de la diversité, de la résilience. Et je sais que comme moi, il y a beaucoup de réfugiés qui la savent et plus que ça pour donner dans un cadre professionnel. Bon, voilà. Merci beaucoup, Isabella. Ce que j'entends, et ça va permettre de faire la transition avec Codico, Cécile, tu vas pouvoir présenter un peu l'affaire. J'entends la difficulté, au fond, qu'il y a à réussir, au-delà de la volonté qu'on peut avoir personnellement à une inclusion, la difficulté de la réussir et que ça passe très certainement par des modalités de soutien et de support, alors assez divers, mais Codico, il me semble que c'est ça, et peut-être que du coup, Cécile, vous pouvez présenter à la fois les programmes et ce que vous faites, en fait. Voilà, déjà, je voudrais juste préciser qu'en fait, les personnes réfugiées font partie des personnes migrantes, mais c'est une population, un public très spécifique. Ce sont des personnes qui fuient la persécution, qui sont venues en fait dans un pays d'accueil parce qu'elles étaient en danger de mort. Donc, ce n'est pas un migrant qui a fait le choix de quitter son pays pour une raison X ou Y, ou ce n'est pas forcément non plus du rapprochement familial. Les freins à l'emploi sont extrêmement importants. On l'a vu avec le témoignage d'Isabella. Et du coup, il y a deux enjeux qui en découlent pour essayer justement d'accélérer cet accès à l'emploi et permettre finalement qu'une personne réfugiée qu'on a le devoir d'accueillir en France, puisqu'on lui a donné la protection internationale, elle puisse se reconstruire en France et elle puisse finalement apporter aussi sa valeur en tant que personne exilée à notre pays. Donc l'enjeu, c'est de proposer un accompagnement spécifique. Le premier enjeu, c'est de proposer un accompagnement spécifique qui prenne au maximum ces freins à l'emploi et qui va permettre finalement de valoriser toutes ces compétences et ces expériences au maximum pour notre pays, pour que ça soit une valeur ajoutée. Et puis, le deuxième enjeu, on l'a vu par le premier témoignage de Noémie, l'entreprise française se doit d'être beaucoup plus inclusive, plus diverse et surtout plus ouverte sur une dimension assez spécifique de la diversité, qui est la diversité culturelle, qu'on entend finalement assez peu parler en France. Donc, si on fait déjà un focus sur le premier enjeu, qui est de rendre la personne réfugiée plus employable, il faut évidemment lui offrir un accompagnement spécifique qui va lui permettre de valoriser ses compétences et ses expériences, qui va lui permettre de s'approprier tous ces fameux codes du marché du travail et de l'entreprise, et puis d'aller évidemment le plus vite possible vers l'emploi ou la formation. La spécificité de Codico, dont Isabella du coup a bénéficié,
repose sur la mise en relation de personnes réfugiées avec des salariés d'entreprises partenaires pour justement leur permettre de se familiariser d'emblée avec ces fameux codes professionnels et culturels. Codico est né vraiment de ce besoin que je qualifierais de transmission des codes professionnels et culturels pour s'insérer en France, mais aussi pour permettre, et c'est tout aussi important, aux professionnels français accompagnateurs de s'ouvrir à cette fameuse différence. Donc concrètement, on forme un binôme réfugiés-salariés qui vont travailler 5 mois ensemble sur la concrétisation du projet professionnel. On va préciser le métier, la formation souhaitée, on va préparer des candidatures et des entretiens. On va évidemment inciter ces salariés à partager leur réseau professionnel. On l'a entendu avec Isabelle, combien le réseau en France est fondamental pour justement créer des opportunités de rencontres, de stages et d'emploi. Et puis, pour adresser d'autres freins, on propose un accompagnement collectif complémentaire, donc des ateliers autour des outils de la recherche d'emploi, ces fameux CV, profil LinkedIn, comment on développe un réseau. On permet aussi aux personnes d'avoir du coaching pour retrouver cette confiance, parce que finalement, une personne exilée a pu avoir un parcours avant d'arriver en France qui est important et qui peut complètement la déstabiliser en termes de confiance. On propose aussi des cours de français. On l'a vu combien la langue est finalement un frein à l'emploi énorme en France. Si on ne parle pas le français, c'est très compliqué de retrouver un emploi. Et puis, on propose aussi des stages d'initiation au numérique. Ce qui est important, c'est qu'on va aussi proposer aux salariés une formation sur la thématique de l'asile, de l'accompagnement et sur tout ce qu'on appelle les codes interculturels. Donc finalement, Codico, c'est un programme complet qui va s'adresser évidemment aux personnes réfugiées pour s'approprier ces fameux codes de la recherche d'emploi et de développement du réseau, mais c'est aussi de permettre aux salariés accompagnateurs qui ont leurs responsabilités de finalement changer le regard qu'elles peuvent avoir, tous ces préjugés qu'on a inconscients sur des personnes étrangères et qui vont s'enrichir énormément humainement. Et puis, c'est les entreprises qui vont concrétiser un engagement sociétal pour une société plus inclusive en s'attaquant justement à cette problématique de l'intégration des personnes réfugiées. Aujourd'hui, on a accompagné 2300 binômes, réfugiés, salariés. On a à peu près une 50aine d'entreprises partenaires qui sont engagées sur 5 territoires. Et puis, les résultats, ils sont là. On a 60% des personnes qui ont une opportunité pro au bout de 6 mois. Elles sont surtout redevenues autonomes, on l'a vu avec Isabella, et elles ont repris confiance en elles. Et on sait combien, finalement, dans un parcours vers l'emploi, dans une recherche d'emploi, cette dimension, confiance en soi, autonomie, réseau, est fondamentale. Je voudrais aussi, en dehors de Codico, qui est un accompagnement vraiment pour l'employabilité des personnes, citer un élément fondamental pour l'insertion des personnes réfugiées, c'est la formation professionnelle. C'est souvent dans notre programme une finalité pour les jeunes qui souhaitent justement aller rapidement vers un emploi. Ou alors, c'est aussi un besoin pour des personnes qui veulent faire une reconversion. Quand on arrive dans un pays, on a aussi envie peut-être d'avoir un autre projet. Et donc, on les amène finalement à avoir un projet où elles vont pouvoir se réaliser. Et, toutes les formations pour les personnes réfugiées, elles sont adaptées si elles incluent évidemment l'apprentissage de la langue et des compétences techniques. Je citerai des partenaires, je vais vous parler après d'une autre association, d'un autre collectif qu'on a fondé il y a 3 ans, dont ces associations, je vais citer Weavers, Abadjad ou l'entreprise Ichwan, qui veulent former les personnes réfugiées sur des métiers plutôt en tension, mais avec cette spécificité de préparation opérationnelle à l'emploi qui est très adaptée finalement pour les personnes réfugiées. Il y a aussi le programme HOPE, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un programme plus étatique, où les personnes sont identifiées, formées, hébergées grâce à des contrats en alternance dans une entreprise. Donc, le deuxième enjeu qui est fondamental, on l'a déjà mentionné en ouverture de ce webinaire, mais qui est finalement
Le pendant de ce que je viens de vous raconter dans l'accompagnement spécifique qui est un must pour les personnes réfugiées, c'est l'ouverture des entreprises à plus d'inclusion et à plus de diversité culturelle. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été présenté en ouverture, mais c'est vrai qu'il y a ce besoin de bien comprendre ce qu'est une personne réfugiée. Déjà, on ne sait pas souvent que c'est des personnes qui sont tombées dans le droit public, à la différence des migrants. Donc, elles ont la possibilité, comme tout Français, de travailler, alors que bon, il y a des stéréotypes qui peuvent freiner évidemment leurs embauches, comme on a pu le voir. Ensuite, il faut absolument former davantage aux pratiques inclusives avec des procédures de recrutement non discriminatoires et qui sont complètement adaptées au public. Alors moi, je citerai, parce que bon, on le voit aussi, hein, on essaye de le faire même en tant qu'association en interne, des mises en situation professionnelle, des immersions, du parrainage en interne. Tout ça, c'est des choses qui sont essentielles pour que les personnes, finalement, qui arrivent d'une culture différente, qui ont encore à acquérir des codes, puissent les acquérir le plus vite possible une fois qu'elles sont dans l'entreprise. Parce que le tout n'est pas de recruter et d'avoir des politiques inclusives. Le tout aussi est de pouvoir permettre à ces personnes de grandir dans l'entreprise, de se sentir épanouies et d'être accueillies à sa juste valeur. Donc, les plans de formation aussi, avec des perspectives d'évolution. Là, on l'a vu dans le témoignage. Souvent, en fait, on ne pense pas qu'une personne réfugiée, elle est plus là pour combler un besoin à l'instant T que de pouvoir avoir une vraie perspective de carrière sur le long terme. Et dernière chose, pour l'ouverture à plus d'inclusion, moi, je citerai aussi de multiplier les partenariats entreprises avec les acteurs de l'insertion et les acteurs associatifs, parce que les entreprises, finalement, elles n'ont pas tendance spontanément à se tourner vers les associations, elles vont plutôt se tourner vers les institutionnels, alors que finalement, les associations comme Codito et tant d'autres, elles sont spécialisées dans l'accompagnement de ce public et elles connaissent très bien ce public. Donc, pour répondre à tous ces besoins, Codico a initié en 2020 un collectif qu'on appelle Work with Refugees, qui inclut aujourd'hui plusieurs associations de l'écosystème asile et qui souhaite justement faire connaître ce public réfugié, qui souhaite montrer que ce public peut répondre à tous les besoins d'emploi en France, et puis que c'est fondamental que ce collectif puisse inciter les entreprises à être plus inclusives avec des pratiques de recrutement adaptées, créer plus de liens avec les associations. Vraiment, on essaye de répondre à tous les enjeux pour rendre l'entreprise plus inclusive. Et donc, on organise des rencontres professionnelles tels que des job dating. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif TANT, qui est une organisation qui facilite le recrutement de personnes réfugiées dans les grandes entreprises. On travaille beaucoup avec la CCI, les entreprises s'engagent. On souhaite en fait, et vraiment si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les transmettre, on souhaite développer le réseau avec d'autres groupements d'employeurs. On organise des webinaires régulièrement. Hein, je vous invite à même revisualiser les webinaires qui sont sur le site Work with Refugees pour sensibiliser le public, pour sensibiliser au public réfugié à un recrutement plus inclusif. On met évidemment en avant les actions des membres de ce collectif. Et et c'est très apprécié pour les institutionnels parce qu'il y a pléthore d'associations et souvent une entreprise lambda, elle a du mal à naviguer dans tout cet écosystème. On se positionne comme tête de réseau, une tête de réseau qui va grandir pour faciliter justement les synergies entre les institutionnels, les entreprises et les associations. Voilà, c'est vraiment un collectif qui a aussi cette ambition claire de rendre l'entreprise plus inclusive en tenant compte d'un public qui est finalement assez méconnu en France, qui est les personnes réfugiées. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à la prochaine. Merci beaucoup. Depuis combien de temps existe l'association? Depuis 2016, ça fait 8 ans. 2016. Et est-ce que, du coup, vous voyez une évolution, alors positive ou négative, dans cette question, cet abord de l'inclusion d'exilés et réfugiés dans le monde de l'entreprise ou pas? On voit un petit peu, on en parle de plus en plus de l'inclusion. Donc, c'est un sujet qui a été mis sur la table. Donc, forcément, le public réfugié
devient un public intéressant pour répondre à ce besoin d'inclusion des entreprises. Mais je dirais qu'il y a encore trop de discrimination, c'est pas encore assez ouvert en fait d'une manière générale et qu'il y a encore un gros chemin à faire alors que toutes les études le montrent. Finalement, la diversité, quelle qu'elle soit, mais nous, on est vraiment sur cette diversité culturelle, on l'a dit en entrée de ce webinaire, c'est vraiment un levier pour plus d'innovation parce que finalement, quand on pense différemment, on pousse à voilà, avoir des voix différentes, d'avoir des visions différentes et qui sont très porteuses finalement pour la productivité d'une entreprise. Et malheureusement en France, on le voit avec le témoignage d'Isabella, on est trop porté sur finalement un profil très cadré qui a vécu en France, qui a une expérience en France, qui a des diplômes en France. On n'est pas du tout assez ouvert sur finalement une diversité de parcours, de profils qui sont différents et qu'il faut peut-être accompagner dans le cadre RH différemment. Ok, merci. Elena, toi qui es plutôt une économiste et une spécialiste de l'économie sociale et solidaire, ton regard sur cette question de l'inclusion qui est plus large que simplement la question des réfugiés, des exilés, qui inclut la migration, mais qui inclut au fond de très nombreuses formes de différence ou de diversité qui fait problème. Alors, ton regard, c'est quoi? C'est un levier de performance économique, c'est l'avenir pour un certain nombre de secteurs. Enfin, voilà. Bonjour à tous, merci Marc. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien, ok. Je m'excuse également parce que voilà, les problèmes de connexion font que je suis dans la cour et donc il y a un peu de passage. Donc j'espère que ça ne va pas nuire la communication. Et alors en effet, moi, je suis professeure à l'Institut catholique de Paris et mon domaine de travail, c'est l'économie sociale et solidaire. Et donc c'est à partir de un petit peu ce secteur très large qu'on appelle l'économie sociale et solidaire que j'interviens dans cette table ronde. Donc, comme tu disais, Marc, voilà, l'objectif, la finalité de cette économie sociale et solidaire, c'est justement de penser une économie inclusive, une économie au service du bien commun et non pas au service de l'enrichissement individuel. Et donc, du coup, c'est une économie qui est très attentive à toutes les formes d'exclusion et de marginalité. Donc, ce n'est pas évidemment la population migrante ou réfugiée et aujourd'hui une population cible importante quand on pense à inclusion, mais voilà, je vais ici parler un petit peu d'une approche plus générale sur toutes les personnes aujourd'hui qui sont éloignées de l'emploi pour des raisons différentes et comment l'économie sociale et solidaire justement essaye de répondre à ce problème. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui, c'est ça qui me semble intéressant, la manière dont l'économie sociale et solidaire pense l'inclusion en fait, je dirais il y a 3 modalités aujourd'hui qu'on peut différencier. Il y a une première modalité dans laquelle je pense s'inscrit parfaitement l'expérience de Codico, que c'est un petit peu toutes ces structures et les pratiques qui essayent d'aider la personne qui est éloignée de l'emploi à la mettre en contact avec le monde du travail. Donc, voilà, qui passe parfois par l'accompagnement personnel ou parfois par, comme disait Cécile aussi, par des partenariats institutionnels, par le rapprochement du monde associatif qui accompagne plus ces populations et le monde de l'entreprise ou le monde public. Et donc, voilà, c'est un peu comment on accompagne le public éloigné pour que lui faciliter, l'aider à rentrer dans le monde du travail. Donc, il y a d'autres structures. Il y a de manière plus large, par exemple, Solidarité Nouvelle face au chômage. Il y a Mosaïque, qui est une structure qui voilà, travaille beaucoup pour combattre la discrimination dans l'emploi des profils justement qui sont marqués par l'origine.
Voilà, ça c'est une première modalité. Comment, je vais parler comme économiste, vous savez qu'en économie, le travail c'est un marché et donc il y a de l'offre et la demande. Et donc l'offre du travail, c'est les personnes qui ont de la force du travail, et donc c'est l'offre du force de travail. Et la demande, c'est en général les entreprises qui demandent de la force de travail. Et donc cette première modalité, c'est comment on accompagne l'offre du travail pour répondre, rentrer dans les besoins de la demande de travail, c'est-à-dire les besoins des entreprises, et pour montrer, comme ça a été dit auparavant, que cette offre, en fait, peut apporter même quelque chose de plus à l'entreprise au-delà des besoins qu'elle a et qu'elle affiche. Donc ça, c'est la première modalité. La deuxième modalité, qui est peut-être celle qui correspond le plus au secteur de l'économie sociale et solidaire, c'est ce qu'on appelle l'insertion par l'activité économique. Et donc là, on change, on inverse la logique, c'est-à-dire qu'on ne va pas accompagner la personne à rentrer dans le marché du travail, on va aller directement sur le marché du travail et on va créer des entreprises qui soient adaptées en particulier à ces publics. Et donc, c'est tout le domaine des entreprises d'insertion. Et donc, c'est des entreprises, en fait, qui sont créées justement pour permettre plus facilement à des personnes qui sont éloignées depuis longtemps du marché du travail à pouvoir rentrer dans ce marché. Beaucoup de ces entreprises sont des tremplins pour ensuite pouvoir rentrer dans le marché classique, dans les entreprises commerciales classiques. Mais là, c'est plutôt comment justement on n'accompagne pas l'offre pour qu'elle s'adapte à la demande, on va justement faire que la demande s'adapte à l'offre et que l'entreprise soit pensée, conçue en fonction des besoins et des compétences des personnes. Donc voilà, c'est un changement assez radical de logique. Et voilà, et là aujourd'hui, il y a énormément des modalités d'entreprise d'insertion très différentes et voilà, mais dans cette idée. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très innovant parce qu'en fait, on innove la manière de faire entreprise. On pense vraiment l'économie au service des besoins des personnes et non pas les personnes au service de l'entreprise. Et puis, une troisième et dernière, désolée, il y a la sortie d'un cours. Une troisième modalité qui fait partie d'une des grandes innovations aujourd'hui en termes d'économie sociale et solidaire par rapport à l'insertion par le travail, c'est le dispositif qu'on appelle territoire zéro chômeur de longue durée. Donc ça, c'est un dispositif nouveau qui a été au début lancé par le mouvement ATD Carmonde, qu'aujourd'hui l'État a décidé de soutenir de manière expérimentale. Et donc, il y a aujourd'hui une soixantaine de territoires qui sont en train d'expérimenter le dispositif. Et là, en fait, pour moi, ce qui est très intéressant de ce dispositif qu'on appelle territoire zéro chômeur de longue durée, c'est qu'on sort un petit peu de l'ajustement entre l'offre et la demande de travail. Et ce qu'on va, c'est penser le travail comme une manière de construire du commun, comme une manière vraiment de créer quelque chose, une communauté territoriale. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on va sur un territoire, on rassemble, on convoque les habitants du territoire, on voit les besoins dans le territoire qui ne sont pas satisfaits, des problèmes, des manques de crèches ou des manques Attendez, il y a beaucoup de bruit, non? Vous m'entendez? Je me déplace. On t'entend bien, Elena. C'est bien. On tu peux t'entend bien. continuer. Vous m'entendez? Oui, Ouais. D'accord. OK, donc c'est moi qui entends les bruits à côté, désolée. Donc je disais, ce troisième dispositif, cette troisième modalité, passe justement par le fait d'aller sur un territoire, de voir quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits dans le territoire,
manque des crèches, manque des services, des ateliers de réparation de vélos, voilà, tous les services qui ne sont pas satisfaits. Et on voit les personnes du territoire qui ont envie de travailler et qui ne trouvent pas du travail. Et on crée des entreprises dans le territoire pour répondre à ces besoins et avec les personnes du territoire qui ont envie de travailler. Et donc, ce que je trouve très intéressant dans cette troisième modalité, c'est que, voilà, comme je disais, on sort de la séparation offre-demande et on pense le travail comme une manière de construire du commun, comme une manière de construire une collectivité au niveau d'un territoire et propre qu'on appelle des EBE, entreprises à but d'emploi. Mais voilà, la question du manque du travail est pensée de manière collective. C'est-à-dire, c'est pas la personne, le problème n'est pas dans la personne qui veut travailler et ne trouve pas du travail. Le problème dans ce troisième dispositif est clairement situé au niveau de la société. Une société dans laquelle il y a des personnes qui veulent travailler et ne trouvent pas du travail, ce n'est pas le problème des personnes, c'est le problème de la société. Et donc, ce qu'il faut, c'est intervenir et penser au niveau des logiques collectives de la communauté locale et de la société. Donc voilà, c'est juste pour montrer comment aujourd'hui la question de l'accès au travail, qui est un problème grand d'exclusion dans nos sociétés, en fait, est abordée à travers des dispositifs et des modalités différentes, notamment dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Merci Elena, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça rejoint des choses qui ont été dites par les différents intervenants. La question du territoire, c'est quand même une question absolument centrale parce que le territoire, c'est là où il y a de la vie d'une certaine manière et on voit bien que sur des territoires, et Noémie, tu parlais de la question de la ruralité d'ailleurs du coup, mais on voit bien que dans un certain nombre de territoires, il y a beaucoup de trous dans la raquette pour pouvoir faire les choses, quoi. Et le renversement de paradigme que tu évoques, hein, c'est intéressant parce que ça permet d'identifier comment, sur un territoire, on rend possible, au fond, de pallier à toutes les difficultés de manque de compétences, etc. Et Isabella a souligné, de mon point de vue, quelque chose d'important parce que Isabella était psychologue, hein, donc du coup, avec une difficulté de faire reconnaître le diplôme, voire il n'est pas reconnu, etc. Et donc, du coup, il y a un sentiment évidemment très violent, hein, de désestime de soi. Vous, Isabella, le terme d'estime de soi, vous l'avez utilisé. Et sur des logiques de territoire où différents acteurs construisent ensemble les nouvelles compétences qu'il y a besoin pour que le territoire vive, ben voilà, ça, c'est un facteur très important dans la reconversion des compétences des uns et des autres. Donc, il y a de l'innovation, au fond, en termes de compétences, qui est quand même assez intéressant dans ces logiques-là de changement de paradigme, au fond, parce que ce que tu évoques, Elena, c'est, alors peut-être que le terme de changement de paradigme est trop fort, hein, mais c'est quand même ça dont il est question, c'est-à-dire de ne pas penser simplement à la question du travail sous l'angle du marché offre-emploi. Il y a d'autres manières d'appréhender sans doute l'élément. Peut-être on arrive à la fin, donc il y a peut-être des réactions des intervenants vis-à-vis de ce qui a été dit par les autres, et puis aussi ceux qui participent en auditeur à cette conférence-là. Il y a la conversation, mais on peut prendre quelques questions, évidemment. Je vous propose de lever la main si vous voulez poser une question oralement. Des questions ont déjà été posées effectivement dans le fil de conversation qui étaient destinées plus à Cécile et qui a répondu directement. Mais n'hésitez pas à lever la main pour que l'on puisse vous donner la parole si vous le souhaitez. Du coup, pour lancer peut-être, est-ce que les uns et les autres, vous pensez que la réussite de l'inclusion, de la marginalité, je reprends le terme au sens large du terme, hein, c'est-à-dire au fond ce qui correspond pas bien dans l'imaginaire de l'entreprise, c'est facteur dépendant du dirigeant de l'entreprise ou pas? C'est-à-dire, et peut-être Cécile, vous avez peut-être un regard important là-dessus. Micro.
il faut réouvrir votre micro. C'est Katia qui l'a mis sur Ça y est, muette. ça y est. Ça y est, c'est bon. Hein, il n'est pas bon là. Non, il faut que Cécile l'active. Voilà. Moi, je peux vous partager ce qu'on observe depuis 8 ans, depuis depuis qu'on a lancé cette association Codico, c'est que quand le dirigeant ou l'équipe dirigeante se sent investie de cette mission de plus d'inclusion, qu'elle a vraiment compris que c'était quelque chose de porteur pour son entreprise, c'est extrêmement facilitant pour mettre en place une politique plus inclusive dans l'entreprise. À partir du moment où c'est porté par le dirigeant, ça facilite énormément les choses parce que du coup, si le dirigeant est un modèle pour ses employés, il va aussi montrer que l'entreprise a des valeurs qui sont importantes pour son entreprise et du coup, ça a un effet multiplicateur facile, entre guillemets. Et on le voit même, nous, pour ne serait-ce que mettre en place un programme de mentorat pour les personnes réfugiées, quand c'est porté par l'équipe dirigeante, que l'équipe dirigeante s'engage au démarrage, souhaite montrer à ses équipes que il y a un enjeu et moi j'ai envie d'accompagner une personne et je vais montrer ce que ça apporte, tout de suite ensuite, c'est beaucoup plus simple, quoi. On a beaucoup plus d'engagement, on sent que l'entreprise adhère complètement au projet, quoi. Oui, demain, moi, j'anime une table ronde sur la question du handicap dans le monde du travail et l'expérience. Il y aura un dirigeant d'une entreprise qui sera là et qui me racontait que il a été obligé d'aller déverrouiller ses RH pour pouvoir faire de l'inclusion du handicap mental dans son entreprise. Alors, il y avait de l'inimaginable, etc. Mais il dit, j'ai vraiment mouillé la chemise. Et ça a ouvert des perspectives, mais il a fallu déverrouiller ça il a mis tout le poids de sa responsabilité, en fait. Oui. D'ailleurs, oui, c'est pour un dirigeant, effectivement, c'est quand même essayer petit à petit de changer les mentalités auprès de ses propres équipes. C'est pour ça que l'accompagnement en fait des équipes est fondamental aussi. Quand on parle d'inclusion, c'est bien d'avoir des pratiques innovantes d'inclusion, de s'adapter au public. On parle beaucoup pour les personnes réfugiées, de l'observation par le faire, etc. Mais si une fois qu'elles sont rentrées dans les équipes, elles ne sont pas acceptées parce que elles sont différentes, elles ont besoin de s'approprier les codes un peu plus longtemps, elles n'ont pas de niveau de langue, en fait, c'est un échec finalement, très rapidement. On le voit beaucoup, elles sont recrutées, puis après, elles ne passent pas la période d'essai. Donc, il y a vraiment une volonté, il faut qu'il y ait une volonté de l'entreprise qui soit importante, quoi. Et outre Pardon. Vas-y, Elena. Non, je disais, je suis complètement d'accord avec vous que le dirigeant et la direction de l'entreprise, évidemment, jouent un rôle central, sinon on ne peut pas déclencher toutes ces pratiques d'ouverture, mais que pour moi, c'est autant important que toute la communauté de l'entreprise participe à ces démarches. Donc, ça vient toucher aussi une question de gouvernance, c'est-à-dire comment toutes les personnes qui font partie de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est une communauté qui porte un projet ensemble, et donc ce n'est pas uniquement la décision du directeur, comment elle participe aussi de toutes ces démarches d'ouverture. Donc c'est pour dire que, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on ouvre quelque chose de nouveau et on crée la place pour une diversité à l'intérieur de cette communauté, c'est toute la communauté qui est concernée et qui doit être investie dans cette ouverture. Tout à fait. Oui, cette étude, elle est très intéressante. Justement, elle montre bien, de McKinsey, là, elle montre bien la valeur de la diversité. En France, finalement, on n'a pas forcément ça dans l'inconscient collectif, quoi. On est plutôt rentre dans le moule, quoi.
Et est-ce qu'on peut imaginer, la proposition là est ouverte, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer que l'accompagnement, puisque on a évoqué la question de l'accompagnement de la personne, l'accompagnement des équipes aussi, hein, voilà, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça se fait, que dans le processus de recrutement, l'accompagnement va jusqu'à accompagner la personne dans le processus de recrutement. Parce qu'il y a quand même une difficulté, c'est quand bien même quelqu'un qui est aux marges, donc qui a des freins liés à sa propre appréhension des choses, et puis l'entreprise a un certain nombre de... Quand tout d'un coup on va à un entretien d'embauche avec tous ces difficultés-là, c'est extrêmement difficile et extrêmement violent. Et est-ce que un accompagnement jusqu'à l'entretien d'embauche est quelque chose qui se pratique et qui pourrait être intéressant à creuser? Mais c'est un changement, là encore, l'entreprise a du mal à imaginer qu'elle soit pas en face à face simplement avec la personne qui cherche à se faire recruter. Il y a de plus en plus maintenant une évolution dans les pratiques de recrutement, hein, l'évolution RH en fait, qui évolue, mais il y a aussi cet enjeu de préparer finalement les personnes réfugiées à passer ces entretiens, parce que quand bien même il y a une évolution, il faut quand même être préparé un minimum. Et c'est là que sans accompagnement spécifique pour une personne réfugiée, qui a voilà, d'autres façons de faire dans son pays d'origine, qui a un autre marché du travail, bah, c'est extrêmement compliqué en fait. On dit qu'une personne sans accompagnement spécifique, elle peut mettre jusqu'à 5 ans, et on parle même de 10 ans pour retrouver la situation initiale, pour en trouver et c'est voilà, en fait c'est dommage pour tout le monde finalement. C'est dommage pour évidemment pour les bénéficiaires, mais c'est dommage aussi pour l'entreprise qui va voilà, insérer par le bas, qui va pas permettre aux personnes d'évoluer. Du coup, c'est une perte de valeur pour la France, à mon avis, énorme, quoi. Je vois qu'un certain AD a levé la main. Alors, je ne sais pas qui est AD, mais je lui ouvre le peut-être, Katia, tu le peux... micro, non, le micro, il peut l'ouvrir tout seul. C'est bon. Voilà. Okay. Bonjour, je suis Amandine Dampierre-Pechnik, je suis la coordinatrice d'une association nantaise qui s'appelle Job for Me West, et on accompagne aussi les entreprises à recruter des personnes issues de la migration, plutôt des personnes primo-arrivantes. Et j'avais une question pour Isabella, mais juste avant, pour répondre à votre question, Marc, nous, on s'inspire en fait de la méthode IOD, et justement, dans le cadre des partenariats avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est une de nos demandes. Alors, tout le monde n'accepte pas, mais nous, on accompagne les personnes, les candidats et les candidates lors des entretiens d'embauche. En fait, on prend rendez-vous avec l'entreprise et on assiste. Alors, toutes n'acceptent pas, mais on va dans ce sens-là, sachant que quand même, dans la majorité des cas où elles acceptent, on est plutôt sur des postes de premier niveau de qualification. Donc, on n'est pas sur des personnes, postulant à des postes de responsabilité. Et ma question, Isabella, pour vous, c'était parce que je n'ai pas bien entendu dans votre témoignage, excusez-moi, j'ai bien entendu que vous étiez en train de suivre une PMSMP actuellement. Par contre, vous parliez que vous aviez repris un processus de validation de votre diplôme en ce moment, et je n'ai pas bien compris dans quel cadre vous faisiez cette démarche-là. Oui, je suis en train de faire un PMSMP. J'ai commencé hier, actuellement. Ici à Codico, ils me sont donné l'opportunité de participer dans les programmes dans l'autre côté, comme une organisatrice du programme. Et aussi, je suis en train de faire, c'est une validation d'expérience acquis. C'est un VAU, mais je suis en train de le faire en gestion de développement de talent. Si bien mon diplôme, c'est en psychologie du travail, presque toutes mes expériences, c'est en RH. Pour les cadres de travail en Latino-Amérique, ça marche bien. Un psychologue de travail, normalement, fait une activité polyvalente en RH. On fait des formations, des recrutements, des développement talent, des analyses données. Mais ici, un psychologue de travail, c'est plus un accompagnement pour les travailleurs
Et ça faut un diplôme plus spécifique quand tu travailles avec des développements de talent. C'est pour ça que j'ai décidé de faire la validation d'expérience ici. C'était dans ce cadre. D'accord. Et si je peux juste me permettre une question complémentaire, du coup, ce processus de validation des expériences acquises, vous le faites avec un organisme de formation? Oui, je l'ai fait avec la supérieure des ventes à Paris. D'accord, ok, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres expériences à partager? Alors, je vois une question de Rubin, mais je pense que c'était pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Noémie dans le fil de conversation. Comment expliquer les freins, une crainte de déclassement des employés locaux et nationaux ou employés non marginaux? Ouais, alors c'est une question vaste. Je pense qu'il faut resituer ce dont on est en train de parler dans un contexte social, politique qui est sous tension sur la question des migrations, et peut-être partir de là pour comprendre ensuite les différents types de freins. Mais aujourd'hui, l'existence même du phénomène migratoire met en tension nos sociétés, inquiète beaucoup, heurte beaucoup, et notre actualité, encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, ne cesse de le démontrer. Et donc je pense qu'il y a peut-être un contexte qui associe ce sujet-là à une forme d'inquiétude, à une forme de peur, une forme de soupçon aussi qui voilà, va avoir tendance à associer la présence migrante avec effectivement une perte de valeur sociale de l'activité, une dévalorisation de l'activité. Et donc ça peut expliquer ensuite tout un ensemble de freins qui va se mettre en place. Je ne sais pas si Cécile, tu veux rebondir sur le sujet. D'où l'enjeu finalement de responsabiliser au maximum les entreprises pour montrer aussi que finalement toutes ces personnes, toutes ces migrations, toutes ces personnes réfugiées ou pas d'ailleurs apportent une valeur à la France et que ça contribue finalement au bien-être d'une société et non pas au grand remplacement comme on mentionnait, etc. Donc, c'est ça ma grande question, en fait. C'est comment essayer de renverser finalement les perceptions en France. Les perceptions en France, quel est le meilleur moyen pour finalement faire comprendre que tout ce qui est véhiculé par les uns et les autres, par certains partis politiques ou par même les médias, on ne montre pas finalement assez, je pense, assez finalement toutes les belles histoires qu'on peut entendre, toutes les réussites en fait de ces migrations. On est toujours en train de poser la migration comme un problème et non pas comme quelque chose qui finalement est vertueux. Oui, c'est assez intéressant de voir quand. Alors, je reste pas simplement sur la migration, mais je l'étends sur la diversité et la marginalité. La marginalité, c'est encore quelque chose de plus extrême que la diversité, mais déjà, simplement avec la diversité, on voit bien, et il y a des études qui montrent, d'ailleurs, du coup, qui montrent que il y a un effet positif sur les équipes lorsqu'il y a de l'inclusion qui est de l'inclusion réussie, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que il y a plein d'études là-dessus, mais des études du cercle de vulnérabilité société en particulier. Donc, ça marche au fond, ça fait du bien et ça apaise les tensions dans pas mal d'équipes. Ça, c'est intéressant parce que effectivement, c'est pas l'image avec la crispation et la fantasmagorie qui y a autour de la question. Quand on revient sur le terrain, on voit que tout le monde est très, très bénéficiaire, au fond, de cet effort initial, parce qu'il y a un effort initial à intégrer et à inclure. C'est pas si évident que ça. Il y a des schémas mentaux qu'il faut changer, il y a des pratiques organisationnelles qu'il faut changer, etc., etc. Mais cet investissement-là, au fond, est assez vite mesuré comme étant un facteur de
cohésion et d'apaisement, on pourrait dire, organisationnel et managérial dans pas mal d'entreprises. Et Oui, ça, mais c'est intéressant. on n'en entend pas parler, c'est Non, ça non, le non, tout à problème. fait. On n'en entend Oui. pas parler. Mm. Nous, on demande, on essaye de montrer aussi des expériences réussies du recrutement de personnes migrantes. Et on a à chaque fois du mal à trouver une entreprise, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas communiquer. Et je pense que c'est lié en fait au contexte, à toute l'actualité, au contexte politique. Et c'est frustrant parce que finalement, s'il y a un blocage déjà même de ceux qui font le pas, c'est très compliqué, quoi. C'est inquiétant même. On s'approche de la fin, on a débordé, mais je vois qu'il y a encore 31 participants, donc voilà, mais il faut quand même qu'on s'arrête doucement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques Et de toute façon, vous pourrez prolonger. Je peux ajouter quelque chose? Vas-y, Elena, oui, bien sûr. Oui, juste, je voulais un peu par rapport à ces dernières réflexions que je trouve sont très justes sur le fait que la diversité ou la personne qui vient d'une autre expérience peut apporter beaucoup à l'entreprise et donc du coup, ça se traduit en termes de bien-être général dans le groupe de travail, que peut-être aussi également au niveau de la rentabilité de l'entreprise. C'est de dire que pour moi, c'est là où intervient vraiment un véritable changement de paradigme, c'est de sortir de l'évaluation qui est uniquement en termes de l'apport de chaque personne à l'entreprise, évaluée surtout par son niveau de rentabilité. Et de dire, voilà, une entreprise aujourd'hui qui fait place à la diversité, à des personnes qui ont différentes expériences de vie et même à des personnes qui viennent de l'exclusion ou de la pauvreté. Et c'est une manière nouvelle de penser la société donc, et de penser l'entreprise. C'est la nature de l'entreprise qui change. Et je pense que c'est ça la vraie transformation à viser. Et ce n'est pas de montrer uniquement ce qui est déjà bien, hein, parce que la transformation bien commence par là, et que cette diversité peut être source même de rentabilité pour l'entreprise, mais c'est de montrer que l'entreprise peut devenir un véritable acteur social qui n'est pas uniquement mu par sa rentabilité financière. Et donc, du coup, voilà, je trouve que c'est à ce niveau-là aussi que l'enjeu d'une économie inclusive se joue. Ouais. Le problème, c'est que l'entreprise, elle est souvent dans une logique de rentabilité et de productivité court terme. Alors que c'est vrai que quand on a des actions volontaristes de diversité culturelle, ça peut prendre un peu plus de temps pour accompagner les équipes, pour transmettre les codes aux personnes. Voilà, ils ont besoin d'un peu plus de temps, mais l'effet long terme sera bien plus impactant. Mais comme on n'est pas dans cette logique long terme ou même moyen terme, on est dans la rentabilité à court terme, ben, c'est compliqué. Oui, je sais pas qui est RP, mais sur la question de la difficulté à évaluer la valeur ajoutée sociale. Hein. Moi, ce que je constate en tant qu'un peu observateur au fond du monde de l'entreprise par le biais de l'Institut, c'est on voit bien qu'il y a quand même un mouvement général assez fort de transformation de l'idée de ce que c'est que d'une entreprise dans une société. C'est-à-dire que c'est pour finir quand même sur une note optimiste. Hein, les questions d'économie sociale et solidaire sont de plus en plus quand même travaillées par le monde de l'entreprise, y compris des grands groupes. La question des raisons d'être sont quand même redéfinies en partie. La question, il y a des mouvements d'entrepreneurs, de syndicats d'entreprises, etc., qui sont en train de revisiter. Et les crises successives, alors en particulier du modèle lié à l'écosystème environnemental, etc., je fais bref, mais ça vient quand même ouvrir des portes d'une autre approche
du rôle de l'entreprise avec un enjeu d'un rôle social de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas, etc. Mais moi, je trouve, et peut-être que je suis peut-être optimiste là-dessus, mais je trouve qu'il y a des lignes de force là qui sont en train de se dessiner. Alors, c'est à une échelle temps, évidemment, c'est toujours compliqué d'évaluer les choses. Mais je trouve que ça a bougé en ces 15 dernières années de manière assez forte. L'économie sociale et solidaire, je sais pas, je serais peut-être contredit par Elena, mais il y a encore 15 ans, c'était marginal, d'une certaine manière. Ça l'est plus complètement sur les territoires, etc. Enfin voilà, ça a bougé, me semble-t-il. Tout à fait. Et puis, juste si ça me permet de faire une petite annonce aux promotions, en fait, sur cette question de comment évaluer la valeur sociale ou l'utilité sociale de l'activité économique, c'est un des domaines sur lesquels nous travaillons justement en lien avec la formation en économie solidaire. Et il y a justement une certification, une formation courte professionnelle que nous proposons pour une méthode que nous avons construite progressivement, justement, qui n'est pas centrée uniquement dans l'impact social, c'est-à-dire en termes des mesures, des résultats, mais qui va justement permettre d'évaluer l'utilité sociale en termes de valeur sociale globale. Qu'est-ce que ça crée pour la société, chaque activité économique. Donc voilà, c'est un domaine sur lequel nous travaillons et sur lequel nous proposons aussi une formation spécifique. En tout cas, je vois dans la conversation a été cité Impact France. Je pensais à ça en particulier quand je disais d'agglomérat d'entreprises, etc. Constatez-vous un engagement plus important des entreprises affiliées à ce mouvement? Ça, je ne saurais pas dire. Peut-être d'autres peuvent répondre à ça. Mais... Ouais, ça, il faudrait vraiment leur demander. Je suis incapable de juger s'il y a une croissance des membres ou pas, d'engagement. Mais je crois que oui, hein, pour avoir. Je pense. Un peu ça. Oui. Dernière question, dernière remarque, pour que ça soit sans regret, vous pouvez évidemment poursuivre hein, en prenant contact avec les uns et les autres s'il y avait besoin. N'hésitez pas, hein, bien sûr, il y a moyen de nous trouver, enfin d'une manière ou d'une autre. Voilà. En tout cas, s'il n'y a pas je vois pas d'autres mains levées. Je passe le, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. D'abord, je remercie chacun des intervenants pour ce partage d'expérience et cette réflexion. Évidemment, on ne fait qu'effleurer les choses en si peu de temps, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des points de convergence assez forts de par l'expérience et de par la réflexion. Merci aux participants d'avoir échanger, enfin en tout cas faire mouliner un peu la réflexion de chacun. Désolé encore pour le problème technique indépendant de notre volonté, comme on dit habituellement. Et il y aura un replay, Katia, Oui. qu'on a enregistré. Voilà. Tout à fait. En fait, nous enverrons de toute façon un replay à tous les inscrits. Donc, vous le recevrez directement et ensuite, il sera disponible sur le site de la série et sur le site de l'ICP, puisque nous ferons probablement un article pour diffuser ce replay. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.